Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Périscope. Une fois de plus, je vous retrouve avec deux invités pour opérer une halte pédagogique sur quelques événements qui marquent et ou qui impacteront la vie sociopolitique du continent. Et justement, l'Afrique a rendez-vous avec elle-même ce week-end à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, autour d'un problème majeur, la lutte contre la corruption. La 31e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine saura-t-elle donner une nouvelle impulsion à la lutte contre ce fléau qui laisse dangereusement le développement du continent? Et où en est l'institution panafricaine en quête de réforme et de renouveau dans un contexte géopolitique marqué par des défis à la fois sécuritaires, politiques et économiques? Deux personnalités de marque ont accepté de jeter leur regard sur ces questions avec nous aujourd'hui. Il s'agit tout d'abord de Bruno Nogma Zidwemba, secrétaire général de l'Association des ambassadeurs à la retraite du Burkina. Bonsoir Monsieur Zidwemba et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonsoir. Il s'agit ensuite de Raymond-Edouard Ouedraogo, journaliste, ancien ambassadeur, ancien ministre de l'Information du Burkina. Bonsoir Monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Et merci de vous retrouver sur le plateau. Bonsoir Serge, c'est toujours avec un plaisir qu'on se retrouve sur le plateau de Burkina Info. Ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle, vous avez été cette année, Monsieur Zidwemba, membre de la mission d'observation de l'Union africaine pour les élections générales en République arabe d'Égypte. C'était en mars 2018. Mais au cours de votre riche carrière de diplomate, vous avez également assumé entre 2001 et 2011, soit pendant 10 bonnes années, les fonctions d'ambassadeur du Burkina en Éthiopie et surtout de représentant permanent de votre pays auprès de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, du Programme des Nations unies pour l'environnement et du Programme des Nations unies pour l'habitat. Je ne serai pour autant pas complet sur ce volet de votre parcours, même si j'ajoute que vous avez en outre occupé de 2010 à 2011 le poste de vice-président du sous-comité de l'Union africaine chargé de la réforme des structures. Autant dire que vous connaissez bien la maison. Alors, en deux mots, M. Zidwemba, comment va l'Union africaine aujourd'hui? L'Union africaine va comme l'Afrique, de mieux en mieux, quand on sait que l'Union africaine a succédé à l'organisation de l'unité africaine en 2002, et quand on réalise quand on voit ce qu'elle a réalisé en si peu de temps, je pense qu'il y a de quoi être fier d'avoir créé cette union et de travailler sans relâche pour son avenir. Et à la consolider, alors, journaliste et fier de l'être, vos intimes vous appellent affectueusement Réo, des initiales de vos prénoms et noms. Ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien gouverneur, vous restez très actif, Monsieur Ouedraogo, et proclamez haut et fort à qui veut l'entendre. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, mais la répétition est pédagogique. Vous proclamez donc que, je cite, « Le journalisme est le seul métier où l'on meurt jeune à 105 ans, voire davantage ». Fin de citation. En deux mots, M. Ouedraogo, comment le journaliste que vous êtes toujours resté apprécie-t-il la marche du Burkina aujourd'hui? Le Burkina marche au rythme que les Burkinabés ont bien voulu lui imprimer, parce que aucune entité ne peut dévancer l'autre. Hein? Le Burkina, il est là. En particulier depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014, il y a très certainement des choses qui se passent sur le terrain. Pas toujours peut-être à la satisfaction des uns et des autres, mais en tout cas, le mouvement, l'élan est là, qui montre que nous n'avons pas d'autre choix dans ce pays que véritablement d'aller de l'avant à la satisfaction du plus grand nombre dans ce pays. Nous allons donc essayer d'aller de l'avant. Mesdames, messieurs, à nouveau, bonsoir et bienvenue au 35e numéro de votre émission Périscope. C'est sur Burkina Info, la chaîne de l'information en continu, et c'est tout de suite. Les résultats du dernier sondage réalisé par le Centre pour la gouvernance démocratique dans le cadre du programme Présimet, porté par l'ONG Diaconia, sont désormais connus. Plateforme citoyenne, ce programme travaille à mettre en relief
à mettre donc en relief la perception des populations sur les efforts des gouvernants dans une optique d'imputabilité politique. 2045 hommes et femmes vivant en milieu urbain et rural ont ainsi été interrogés entre le 10 et le 21 juin 2018 sur l'appréciation qu'ils ont de la gouvernance globale du pays, mais aussi sur leur niveau de satisfaction quant à la mise en œuvre des politiques devant améliorer leur quotidien. À l'arrivée, le président du Faso obtient la note globale de 5,08 sur 10, en légère progression par rapport au sondage précédent, publié en 2017, au terme duquel il a été crédité de 4,79 sur 10. On note aussi que 51,14% des Burkinabés sont satisfaits de l'action de Roch-Marc Christian Kaboré à la tête de l'État. Monsieur Raymond Edouard Ouedraogo, vous êtes un cadre du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès. Comment appréciez-vous ces résultats? Nous avons toujours dit qu'il fallait laisser les chiffres parler par eux-mêmes, encore que je peux vous dire que nous avons encore des efforts à faire en matière de communication. Nous disons que lorsque nous arrivons à réaliser un programme qui est inscrit dans l'agenda présidentiel, dorénavant, vous allez voir que toutes ces réalisations vont être, si vous voulez, fixées, indiquées de façon très claire, de manière à ce que des gens puissent aller voir si véritablement c'est fait ou ce n'est pas fait. Nous ne saurions être de ceux-là qui annoncent des réalisations d'infrastructures scolaires, et lorsqu'on y arrive, on rencontre plutôt des perdreaux et des lièvres en promenade très avancée. Alors donc, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Donc, le chef de l'État vous l'a annoncé. Vous dites donc que vous êtes très satisfait de ces résultats. Très satisfait. Non, nous avons l'humilité à notre niveau de ne pas trop nous avancer en des déclarations fantaisistes. Nous disons toujours que si le peuple est satisfait, eh bien nous sommes satisfaits puisque nous sommes et devons être au service de ce peuple-là qui a porté donc son choix sur le candidat Roch-Marc Christian Kaboré en 2015. Donc voilà. Alors 51,14% des Burkinabés sont satisfaits de l'action globale du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il obtient moins d'un point en plus par rapport à la note qu'il avait eue il y a 6 mois. Il y a de quoi être fier de ces résultats, M. Zidouamba? Oui, il y a de quoi être satisfait pour le président et pour le candidat de 2020. Pourquoi? Parce que le mandat n'a pas commencé facilement. Vous vous rappelez des événements de janvier 2015. Nous vivons encore les effets du terrorisme et je crois que obtenir déjà la majorité donne satisfaction, devrait donner satisfaction à l'intéressé. Et je pense que même si les sondages d'opinion ne sont pas encore une science exacte, chaque année davantage, ils améliorent leur technique. Et je pense que ça donne une direction, ça donne une indication. Et je pense qu'en attendant que cela ne soit mathématique, il faut reconnaître qu'il y a un progrès qui a été fait et l'apprécier comme tel. Alors, le Burkina est en train justement de s'inscrire dans cette tradition de sondage. De toute façon, c'est une démarche citoyenne. Comment appréciez-vous cette démarche-là? Je pense que c'est une démarche très positive parce que j'ai connu un temps où il était pratiquement interdit de faire des sondages lorsqu'il y avait campagne électorale parce que c'était mal vu et mal perçu. Je crois qu'au fur et à mesure que les instituts perfectionnent leur technique et que les échantillonnages sont choisis avec prudence, bon, je crois que c'est quelque chose de positif. Ça donne une indication de la direction vers où vous allez et des objectifs que vous voulez atteindre. Il est vrai que ce n'est que des sondages. Et les sondages, il y a des sondages qui ont donné des candidats gagnants, qui ont perdu, comme il y a eu des sondages qui ont donné des candidats perdants et qui ont gagné. Donc, il
faut être prudent et l'apprécier simplement. Sauf qu'ici, il s'agit aussi donc de citoyenneté, de redevabilité, d'imputabilité et du ressenti de la population par rapport à l'action du chef de l'État et du gouvernement. Oui, mais bien sûr, mais comme je le dis, il faut avoir le triomphe modeste et en tout état de cause lors des grands oraux. Radiodiffusé d'une part et télévisé d'autre part, on a eu ce sentiment-là que le président, le chef de l'État, est resté quand même dans cette humilité-là. Bon, mais ceci étant, je vous dis, l'Institut de sondage qui a réalisé ce travail est vraiment félicité parce que quand on regarde les résultats quelque part, on se dit quand même que ça reflète. Hein? On pense, je suis de ceux-là qui pensent que ces résultats, ces conclusions reflètent réellement ce qu'en pensent les Burkinabés à travers donc cet échantillon de 2045 personnes dans 152 localités. Mais dois-je ajouter, ce pays-là étant bien nôtre, et ce pays-là étant ce pays-là, vous trouverez toujours des Burkinabés, même si demain le chef de l'État arrivait à décrocher le ciel, vous trouverez encore des Burkinabés mécontents parce que, pour parler prosaïquement, c'est l'heure comme ça. Mais l'heure comme ça, n'empêche pas le pays d'avancer. Oui, mais les résultats qui tombent au moment justement où le chef de l'État est à mi-chemin de son quinquennat, ces résultats soulignent toutefois une tendance baissière sur presque tous les paramètres et notamment sur la manière dont les grandes questions préoccupantes du moment sont gérées. Désenclavement des localités, sécurité, lutte contre le terrorisme, les délestages, on en a beaucoup souffert ces derniers temps. Alors, même le plan national pour le développement économique et social, le PNDS, ne séduit plus les Burkinabés qui ne croient pas en sa capacité à mettre en œuvre le programme présidentiel. Monsieur Raymond-Édouard Ouedraogo. Oui, vous savez, tout ça là, ce sont de grosses déclarations, de grosses séquences. C'est ce que donnent les résultats de ce sondage. Je l'ai lu à travers justement ces sondages-là, mais je vous dis, sur ce même plateau de Burkina Info, parce que c'est en décembre, au mois de décembre et de juin, qu'on réalise ces sondages. Et vous savez que ce dernier sondage a été réalisé avant les grands oraux du chef de l'État, avant qu'il ne passe du 10 sur au la 21 radio. juin. Oui, mais bien sûr. Alors, je ne serais pas surpris, et si d'aventure les choses se passaient autrement, j'espère ne pas avoir à venir sur ce plateau pour m'excuser, je suis de ceux-là qui pensent que sauf tsunami, sauf tremblement de terre, en décembre 2018, ce score va être amélioré. Le chef de l'État passerait de 5,08 de la note de 5,08 sur 10 à peut-être 5. Vous restez toujours dans les 5 Non, j'ai dit voir. Voir. J'ai dit 5. Je vous dis, nous restons toujours dans le sens de la mesure. Jamais de la démesure. C'est que la sortie médiatique du président... Ne soyez pas surpris que le cap de 6, voire de 6 et quelques sur 10 soit franchi. Et de toute façon, je vous dis, en décembre, nous serons toujours en 2018. Vous avez encore 2019, vous avez encore 2020. Donc, par conséquent... Donc, c'est une bonne moyenne pour vous. Soyons sages. Mais Monsieur Zidouemba, ne dépassons pas l'iguane dans l'eau. Seulement 27,37% des personnes interrogées témoignent leur confiance au PNDS, qui est quand même le référentiel de ce quinquennat, contre 49,30% en juin 2017 et 30% en décembre 2017. Cela veut quand même dire qu'il y a une descente qui est significative de désaffection par rapport à ce programme. Est-ce qu'il faut changer de paradigme? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut changer, j'allais dire, de méthode de communication. Je pense que le peuple burkinabé ne connaît pas encore assez le PNDS. Et il faut le dire, le PNDS ne se fait pas trop connaître non plus. Alors, je crois qu'il aurait fallu que, périodiquement, on fasse le point sur les réalisations du PNDS, sur son évolution
je crois que cela manque et ça amène les gens à douter même parfois de l'existence ou encore de la poursuite du programme. Et de sa pertinence aussi. Sa pertinence, je ne pense pas. Bon, peut-être à moins qu'il n'ait trouvé autre chose. Et cette autre chose, on ne me l'a pas encore démontré. Je pense que le PNDS est toujours pertinent, mais peut-être que le PNDS se vend lui-même mal. Et que peut-être en changeant de stratégie, et nous avons encore du temps, bon, du temps, sur 4, il nous reste encore 2 ans. Vous êtes en train de griller 30 mois, il vous en reste 30 sur le quinquennat. Voilà, mais 30 ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez pour faire de grandes choses. Donc je pense que nous devons continuer à soutenir ce grand programme qui a été fait de manière démocratique et avec la participation de toutes les couches de la société et donner encore du temps au PNDS pour faire ses preuves. Pour faire ses preuves, en tout cas, cette enquête montre également que les Burkinabés ont peu confiance en leurs institutions, à part la Commission électorale nationale indépendante qui s'en sort avec 52,9% d'avis favorables, la justice, 45,8%, le gouvernement, 42,9%, le Parlement, 39,7%, et surtout les partis politiques, avec 22,1%, sont tous en dessous de la moyenne, monsieur Raymond-Édouard Raoult. Oui, mais vous savez que sur ce terrain-là, on ne peut pas mettre cette comptabilité difficile et fiévreuse sur le compte de la gouvernance du chef de l'État. Je vous ai dit que depuis quelque temps, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, avec d'ailleurs parfois la bouche fendue au mauvais endroit, lorsque nous apprécions les choses sur le terrain. Mais les élus du peuple, des formules, c'est quoi la bouche fendue au bon endroit? La bouche fendue au mauvais endroit, bon, c'est celle-là qui n'est jamais capable de donner une bonne nouvelle, quand bien même il y en aurait. Voilà ce que ça veut dire. Donc une bouche de cette nature me paraît être fendue au mauvais endroit. Alors, ceci étant, les députés, prenons le Parlement, les élus du peuple, ceux-là qui sont là ont été élus par le peuple. Bon, le peuple estime, quand j'ai regardé au niveau des institutions, c'est peut-être l'institution dont les sondés semblent être les moins contents, les moins fiers. Mais ceci étant, véritablement, je vous dis que les choses vont certainement commencer à bouger. Ces messages, ces différents messages... Cela aussi le fait que les sondés ne sentent pas cette institution, en tout cas, ne se retrouvent pas dans le travail de cette institution. Est-ce que ça veut dire qu'on ne connaît pas bien le travail parlementaire ou qu'on ne l'apprécie pas selon les canons qu'il faudrait? Ce n'est pas comme ça que je vois ça, mais enfin, oui. Non, moi je pense que, vous savez, le peuple burkinabé est un peuple très politisé, est un peuple très prudent. Le peuple burkinabé ne donne pas sa confiance sans surveillance. Et je crois que c'est normal. C'est normal et cela amène peut-être nos élus à savoir que ils ont l'électeur à leur trousse et que chaque jour, ils doivent faire des performances. Mais je crois que ça, c'est un premier sondage. Bon, un deuxième sondage. Oui. Mais je pense... Et même un troisième, puisque peut-être c'est un exercice qui intervient chaque semestre. Voilà. Et je pense que les institutions concernées prendront conscience de l'importance de ce sondage et peut-être essaieront d'améliorer leur score pour les sondages à venir. Est-ce que cela vous surprend que les Burkinabés aient cette désaffection vis-à-vis des partis politiques, par exemple, seulement 22%? Ça ne me surprend pas parce que quand on connaît ce pays, il vient de loin. Il en a connu des partis politiques. Et ils finissent par se dire, bah, écoute, tout se ressemble. Mais est-ce que c'est faux? Bon, ce n'est pas entièrement faux, mais quand même, il y a quand même quelques différences. Et je pense que les partis politiques sont les mêmes dans la mesure où chacun veut conquérir le pouvoir. Et comme tous n'arrivent pas à conquérir le pouvoir, on ne voit sur la scène que ceux qui sont au pouvoir.
Voilà pourquoi, bon, il y a un certain doute. Est-ce que cette lutte-là, c'est pour nous, le peuple, ou bien c'est simplement pour eux qui veulent conquérir le pouvoir? Je pense que c'est une attitude de prudence qui incite notre élite politique à toujours faire mieux et à montrer que c'est une élite toujours à la disposition du peuple qui l'a élu. Et alors, M. Raymond-Édouard Ouédraogo, il y a plus de 100 partis au Burkina, il continue de s'en créer. Est-ce que cela n'interroge pas finalement aussi notre système partisan? Non, non, c'est calamiteux, M. Tomonji. Il n'existe pas, et je ne crois pas qu'il existera dans ce pays sans projet de société susceptible de construire le bonheur du peuple. Il n'en existe pas. Les partis continuent de se créer. Je ne saurais vous dire quel devrait être le bon mécanisme pour arriver donc à nettoyer les écuries d'Augias, mais il me semble qu'il va peut-être arriver un moment où on va utiliser une technique relativement scientifique pour réduire à leur plus simple expression certaines formations, certains partis politiques qui ne seraient même pas capables de remplir une cabine téléphonique. Vous avez dit scientifique, oui, mais quand je dis scientifique, je sais qu'il y a encore des partis qui ont eu l'intelligence de commencer à se rapprocher, peut-être pour évoluer plus tard vers une fusion. Bon, pendant ce temps, vous savez... Au sein du MPP, par exemple? Monsieur Tomonji, au sein du MPP, vous savez qu'il y a une foultitude de partis et formations qui sont venus se mettre avec le mouvement du peuple pour le progrès dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler donc la mouvance présidentielle. Mais il est possible qu'il y ait d'autres évolutions dans le futur parce que véritablement, je ne peux pas croire et je ne croirai jamais qu'il faudrait 100 projets de société pour développer le Burkina. Et puis après tout, nous sommes ce pays merveilleux où chacun préfère être tête de rat plutôt que queue de lion. Mais c'est ça aussi le Burkina. Oui. Lorsque vous voyez certains dans leurs déclarations parfois lunaires, hein, pour ne pas dire ténébreuses, ils vous donnent l'impression quand vous les écoutez ou quand vous les lisez, ou liminaires, je dirais même illuminés. Bon, alors, on fait de grandes déclarations, vous écoutez, alors, juste pour empêcher la cité de dormir en paix, mais quand vous les regardez, ils sortent comme ça, même dans leur propre village, ils sont obligés de se rendre nuitamment parce qu'ils ne mobilisent pas le moindre margouillat. N'en parlons pas de militants sérieux. Donc, il faut qu'on arrive à quitter ça. On ne peut pas continuer de se dire burkinabé et continuer d'amuser la galerie parce que ce n'est pas possible. Une centaine de partis politiques, encore une fois, c'est une hérésie. Alors justement, d'autant que ces partis, on n'a plus de distinction idéologique en tant que telle entre les partis aujourd'hui. Oui, pour revenir sur la première question, il faut dire que ce n'est pas un phénomène typiquement burkinabé. Pas du tout. D'ailleurs, au Bénin à côté, ils sont en pleine réforme du système partisan. Voilà. Est-ce qu'il faut aller dans cette direction dans tous nos pays? Exact. Je crois qu'il faut le faire parce que, allons-y même au-delà de notre continent. Il y a partout, vous voyez, ce qui s'est passé en France. Il y a une résurgence d'un certain populisme, que ce soit de gauche ou de droite, qui amène les gens à choisir, en fait, au-delà des partis et en dehors des partis. C'est un défi lancé aux partis traditionnels qui doivent mieux se structurer, mieux s'organiser pour affronter les peuples. Je crois que nous sommes à une période charnière qui devrait donner à réfléchir et qui devrait nous amener à éviter ce qui s'est passé ailleurs et qui menace aussi peut-être de se passer ici. À la seule différence, différence que nous définissons ici, là, dans ce pays, nous disons que notre pays, c'est le pays de l'homme intègre. J'insiste là-dessus, parce que la tradition officielle qui dit que c'est le pays des hommes intègres, c'est une faute. Il faut dire le pays de l'homme intègre. Le pays de l'homme avec un H majuscule. H. Oui, c'est le pays, on dit Burkina, c'est au singulier. Le pluriel, là, ça ne peut pas tomber du ciel comme ça. C'est le pays de l'homme intègre. Homme avec H majuscule. Avec H majuscule. Voilà. Alors, on ne peut pas être le pays de l'homme intègre et faire comme les autres. Si par extraordinaire, nous avions honte de cette intégrité, et que nous avisions
Vous avez dit intégrité, justement, et Que nous avisions. Oui, monsieur Zidouamba. Que nous avisions. Il faut simplement savoir que nous nous sommes donné un nom qui nous engage pour l'histoire. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en politique, une chose est de proclamer ce que vous venez de dire lorsque vous descendez sur le terrain pour la bataille politique. Je souhaite que notre peuple, et nous sommes 18 millions, que nous puissions tous, moi je milite pour le pays des hommes intègres, pas de l'homme seulement, des hommes, de tous les hommes intègres, et je souhaite que tous les Burkinabés que nous sommes pourront aller vers l'intégrité, mais ce n'est pas une chose facile. Et alors, de toute façon, ça c'est une question sémantique qui mérite peut-être débat, réflexion, mais vous avez dit intégrité et pourtant la lutte contre la corruption déçoit également dans ce sondage énormément. Les Burkinabés, 65,3% d'entre eux ne sont pas satisfaits des mesures prises pour lutter contre ce fléau. En l'espace d'une année, le niveau de satisfaction sur la manière dont cette question est gérée est ainsi passé de 40,80% en juin 2017 à 28,30% en décembre 2017, puis à 26,7% en juin 2018. On note quelque part qu'il y a une désaffection des sondés, donc des Burkinabés vis-à-vis de leur justice, avec grand J. Je me dis, lorsqu'on parle de corruption, et lorsqu'on sait aussi pertinemment qu'il y a très probablement, il y a vraisemblablement beaucoup de dossiers sur cette matière qui sont là, qui évoluent peut-être à leur rythme. Évidemment, ce n'est pas de façon immédiate et systématique qu'on peut obtenir donc satisfaction en la matière. Mais j'imagine simplement que nous n'avons pas d'autre choix que de rester sur ce front de la lutte contre la corruption et de faire en sorte que le maximum de dossiers ténébreux atterrissent enfin dans le jardin de la lumière. Alors, je pense que c'est une démarche qui est, comment on appelle ça, inévitable, qui est irréfutable. Donc, forcément, il va falloir qu'on y arrive. Mais pour qu'on y arrive, bien sûr, il faudrait que Dame Justice fasse son job. Fasse son job, parce qu'il y a 45% des Burkinabés qui ont confiance en la justice. Il va falloir également travailler de ce côté-là pour la crédibiliser davantage. Est-ce que tout cela nous remet en mémoire ces propos de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Arsène Bogné-Sanyé, qui a dit que la morale agonise au pays des hommes intègres? Oui, je crois que la morale agonise, tout le monde peut le dire. Mais la morale, c'est qui? La morale, c'est nous tous. Nous pouvons faire mieux, mais je crois que pour répondre à votre question concernant la désaffection vis-à-vis de la machine judiciaire, c'est une réalité. Vous savez, les gens ne comprennent. Nous sommes en état de droit. Et vous savez, quand on dit en état de droit, et le droit a ses procédures. La justice a ses procédures et rendre justice prend du temps. Souvent, les gens croient que, bon, c'est la loi du talion. Les gens croient plus à la loi du talion qu'à la procédure judiciaire. Et donnons-nous le temps de connaître notre justice. Donnons-nous le temps peut-être de clarifier certaines zones d'ombre qui existent dans notre machine judiciaire et donnons les moyens à notre machine judiciaire. Je crois que cela améliorera peut-être la confiance que le peuple a vis-à-vis de la justice. En tout cas, nous ne sommes plus nous mènera à l'heure des tribunaux populaires de la Révolution. Donc, il faudrait qu'à ce niveau, donc, nous sachions. On ne retournera pas là-bas, on restera dans l'état de droit et de toute façon, ça nous aidera beaucoup à lutter également contre la corruption, à l'image du Guinéen Jean-Baptiste Gbamo Zébelamou qui dit, que je cite, « Si l'injustice et la corruption ne gangrénaient pas les sociétés africaines, l'Afrique serait le continent le plus puissant. » Fin de citation. La corruption, justement, ou plus précisément la lutte contre ce phénomène, est au cœur du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient les 1er et 2 juillet 2018 à Nouakchott
dans la capitale mauritanienne. Cette 31e session ordinaire proclame en effet joyeusement que, je cite, « Gagner la lutte contre la corruption est un chemin durable vers la transformation de l'Afrique ». Fin de citation. N'est-ce pas là encore juste un slogan, M. Zigomba? Je ne pense pas. Vous savez que la corruption coûte à notre continent 50 milliards de dollars par an. Chaque année. Chaque année. C'est beaucoup. Et gagner la lutte contre la corruption, c'est ajouter 50 milliards de dollars aux efforts de développement de notre continent. Je crois que le thème est bien choisi. C'est un thème en réalité qu'on aurait pu traiter chaque année parce que le défi, la corruption, ce n'est pas un phénomène qu'on peut combattre et vaincre. Oui, vous avez dit chaque année. L'année dernière, déjà, le thème de la corruption était au cœur des travaux des chefs d'État. Le thème, c'était l'Afrique à l'assaut de la corruption. Vous savez, ce qui parfois interpelle, ce qui parfois dérange dans ces rencontres au niveau de l'Union africaine ou même ailleurs, c'est que finalement l'on se retrouve pour parler de questions sérieuses, mais qu'on traite, j'allais dire, de façon plutôt superficielle, si peu que finalement on en arrive à donner l'impression que ce sujet-là, on l'a choisi pour mettre l'eau à la bouche des peuples africains, alors que sur le terrain, véritablement, au sortir de la conférence, au sortir du sommet, lorsqu'on lit les conclusions, bon, parfois, on reste sur sa soif. Qu'il y ait un sommet de l'Union africaine pour traiter des questions de corruption, normalement sur la table, on doit ressortir avec des noms de personnes physiques ou morales éventuellement, de personnes physiques. Y compris les chefs d'État eux-mêmes qui sont s'il en existe. Mais s'il en existe, parce que sinon le fait d'aller parler de ça comme cela, moi, quelque part, ça me rappelle peut-être une messe sans célébrant ou une prière à la mosquée sans imam. Oui, mais justement, on a l'impression dans tout ça qu'on ne fait que de la littérature et qu'on fait du surplace, ou même que parfois on recule carrément. Monsieur Zigomba. Je ne suis pas de cet avis parce que peut-être pour avoir approché de près la machine Union africaine, je pense pouvoir dire que beaucoup de choses positives se font. Encore une fois, peut-être que l'Union africaine se vend mal auprès de nos peuples, mais beaucoup de choses se font. Il n'y a pas que le thème, hein. Les 2 jours, les 4... Bon, d'abord 2 jours, ce n'est pas suffisant pour régler les problèmes du continent. Il n'y a pas que le thème. Non, mais là, les 2 jours, c'est pour les chefs d'État. Ça veut dire qu'on l'a déjà mâché le travail. Il y a des huis clos. L'essentiel du travail, ce n'est pas... ça se passe dans les huis clos. C'est dans les huis clos. Et dans les huis clos, les chefs d'État se disent la vérité sur beaucoup de questions très sérieuses pour notre continent. Et beaucoup de solutions sont trouvées non seulement au niveau de ces huis clos, mais lors des entretiens bilatéraux entre chefs d'État. Je crois qu'il ne faut pas que nous jetions le bébé avec l'eau sale. Il y a beaucoup de choses qui se font. Peut-être que, attendons de voir la corruption. Sur ce thème précis? Oui, non, ce que dit son Excellence Zigomba, je sais que beaucoup de choses tordues s'arrondissent dans ces huis clos. Mais ce que je dis, c'est que cette tradition-là, au niveau depuis l'organisation de l'unité africaine jusqu'à l'Union africaine, cette tradition n'a jamais été démentie. Parce que des huis clos, il faut, si on veut donner l'exemple au niveau des peuples, au nom desquels les chefs d'État et de gouvernement se réunissent, il faut quand même qu'on sorte aussi de ces huis clos et qu'on proclame un certain nombre de choses. Et comme je dis, on doit pouvoir toucher du bois, on doit pouvoir dire, on a déniché un grand corrupteur ou un grand corrompu dans les arcanes de l'Union africaine, ses prénoms et noms, pays, voilà la sanction qu'il mérite. Ah, si on n'en arrive pas à ça, là, si on continue de cette manière-là, nous allons continuer... Est-ce que même s'il y en a, ces personnes ne sont pas protégées par les chefs d'État eux-mêmes? Nous allons continuer de nous chatouiller pour rigoler. Bon, je crois qu'il faut quand même tenir compte que le sommet, c'est un sommet de chefs d'État. Peut-être laissons ce travail-là
à des juristes qui peuvent aller À des poursuivre, techniciens. à des En tout cas, techniciens. Ce n'est pas au chef la d'État. Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a quand même fait un certain travail sur ces questions. Il a même produit un rapport intitulé « Mesurer la corruption en Afrique », un rapport qui souligne que, je cite, « La corruption est la cause et l'effet d'une mauvaise gouvernance et d'institutions faibles et constitue l'un des principaux obstacles à la transformation structurelle du continent. » En fait, on sait tout ça. On sait que ce n'est pas bien, mais on ne trouve pas les mécanismes ni les moyens coercitifs qu'il faudrait pour réfréner ce phénomène. Où trouver la solution? On a l'élégance des mots et parfois même des propositions, mais pas ceux des actions. Je crois qu'un des axes de solution consiste à renforcer une des institutions capitales qu'est la justice. Nous vivons des péripéties dans notre pays qui, chaque jour davantage, montrent la nécessité de renforcer cette machine. La renforcer, c'est d'abord dans le choix des juges. C'est mettre l'accent sur une certaine déontologie. Quand on n'a plus confiance aux juges, c'est très dangereux parce qu'il n'y a plus d'autres recours. C'est l'anarchie. Donc, sur le plan continental comme sur le plan national, sinon sur le plan international, la justice, quand on a une bonne machine judiciaire, on a espoir que l'injustice sera combattue et peut-être vaincue. Et l'injustice, en fait, la corruption va avec l'injustice. Donc la solution passe par le renforcement des structures Il judiciaires. faut renforcer les structures judiciaires, mais permettez-moi d'insister un tout petit peu. Il y a une rencontre de l'Union africaine, une rencontre au sommet des chefs d'État. Je me dis que pour l'exemple, il eût fallu qu'en y allant, des présidents, des chefs d'État qui ont connu des cas qui ont été quand même traités avec sérieux par la justice au niveau national, puissent quand même en parler comme ça, ne serait-ce que pour créer ce que j'appellerais la contagion positive au niveau donc des autres États. Sinon, vraiment ce genre de thématique-là, bon, c'est bien, mais finalement, et après. Et après. Ouais, mais M. Zidouemba, tout à l'heure, vous avez évoqué 55 milliards de dollars, si j'ai bien compris. 50 milliards chaque année. On peut donc dire que le phénomène s'est réduit au fil du temps, puisque selon les données que moi j'ai, dans les années 1990, l'Union africaine estimait que chaque année, ce sont plus de 148 milliards de dollars qui étaient soustraits au continent par ses dirigeants, soit 25% du PIB annuel perdu pour cause de corruption. Là, on parle des dirigeants. Oui, j'ose croire que le phénomène s'est réduit parce que même au niveau des dirigeants, vous dites qu'il y a 25 ans de cela, non? Oui, dans les années 1990. Alors, ce que les dirigeants pouvaient faire dans les années 1990, ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Oui, ils le font peut-être d'une avec manière beaucoup plus de contraintes, pas aussi aisément qu'avant. Voilà, pas plus aisément. Parce que, vous savez, sur le plan international, il y a des dispositions qui sont mises en œuvre pour lutter, par exemple, contre les trafics. Les trafics illicites. Oui, les trafics illicites, contre le blanchiment d'argent. Donc, je pense qu'il est possible que le phénomène se soit réduit, mais il nous coûte quand même encore 50 millions de dollars et c'est encore beaucoup. Faisons en sorte que peut-être dans 20 ans encore, que nous puissions descendre peut-être à 10 milliards dans l'espoir d'un jour. Un jour de tout éradiquer. Donc la responsabilité première incombe encore aux dirigeants. Aux dirigeants, mais... Ils ne donnent pas des exemples de vertu. Ah oui, l'ambassadeur Zidouemba a raison de pointer ça. Il aurait même pu aller plus loin en disant que du temps des hommes forts en Afrique, c'était pratiquement une pratique largement partagée. Fort heureusement, de plus en plus, on en sort. Et je pense que c'est tant mieux. Parce que si vous êtes homme fort, vous vous autorisez tout. Et il est normal donc qu'on puisse constater un certain nombre de choses. Voilà. En tout cas, avec le temps, par les temps qui courent, chaque jour que Dieu fait, je présume que ces 50 milliards dont on parle, peut-être que d'ici 10 ans, on parlera de 30
voire de 25 milliards, et que de plus en plus, de toute façon, on va mettre le grappin, on va mettre la main sur ceux-là qui se rendent coupables de ce genre de génocide financier de l'Afrique. Alors la corruption, oui, monsieur Zidova. Vous savez, les génocides, il y a une institution, la CPI est là, pour s'occuper des cas de génocide, pas seulement financiers, mais aussi humains et autres. Donc ça revient à notre question. Est-ce qu'il appartient au chef d'État, lors des sommets, de sortir avec des coupables? Il y a des institutions pour le faire et je pense que ces institutions fonctionnent. Alors, juste une parenthèse, vous avez parlé de la CPI, mais elle s'est décrédibilisée aux yeux des populations africaines ces derniers temps. D'abord, elle n'attrapait que du poisson dans les marigots africains et ensuite, finalement, se rend compte que les gros poissons qu'il y avait là-bas peuvent être complètement blanchis parce que le travail n'a pas été bien fait en amont. Bon, écoutez, c'est une question tellement technique et tellement politique. Vous savez, poursuivre des chefs d'État, ce n'est pas une tâche facile. Mais il faut aussi accepter que c'est une institution judiciaire et que quand vous allez devant une cour, c'est pour deux choses, soit pour être acquitté, soit pour être condamné. Quand il arrive qu'il y en ait qui sont acquittés, ce n'est pas pour autant que vous devez condamner le tribunal. En tout cas, cette 31e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine devrait également se pencher sur divers autres sujets, notamment la mise en place, le 21 mars dernier à Kigali, au Rwanda, de la zone de libre-échange continentale africaine. Vous y croyez-vous à ce projet? Ouais. Bon. Oui, Raymond-Edouard Erago. Y croire ou ne pas y croire. Moi, j'ai toujours pensé que la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Laissons cette institution, cette structure-là se mettre en place. On pourra, dans quelques mois ou dans quelques années, voir donc, au vu des résultats obtenus, si véritablement sa viabilité est prouvée. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit, mais l'idée de départ n'est pas mauvaise, parce que c'est quoi? C'est une taxe de 0,2% sur des produits importés hors Afrique et s'agissant de produits qu'on pourrait donc trouver en Afrique. Je pense que c'est de là qu'il s'agit. Oui, alors, voilà. Non, ça c'est dans le cadre des réformes institutionnelles menées un peu par le président rwandais. Vous avez travaillé à l'Union africaine, vous avez même été vice-président d'une sous-commission qui s'est penchée sur les réformes. Dans quelle mesure tout ça, la zone de libre-échange s'insère dans l'agenda des réformes engagées actuellement? Vous savez que l'Union africaine repose sur un certain nombre de piliers. Et ces piliers, c'est ce qu'on a appelé les communautés économiques régionales. La CEDEAO, l'OUMA, la CEMAC, etc. Et prenez le cas de la CEDEAO. La zone de libre-échange est à l'image, en fait, on veut faire au niveau continental ce qu'on a réussi, par exemple, au sein de la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO, nous sommes très en avance dans beaucoup de réformes. La libre circulation des personnes et des biens, la liberté de s'installer où vous voulez. Alors, et partout, lors de ces discussions sur les réformes, on donne l'exemple de la CEDEAO. Pourquoi ne pas faire au niveau africain ce qu'on a réussi à faire au niveau de la CEDEAO? Je suis optimiste quant à la possibilité de réaliser cela. Je pense que c'est déjà le faire, créer la zone, veut dire déjà qu'on est disposé à travailler pour en faire une réalité. Même si aujourd'hui ça semble un peu lunatique, je crois que donnons-nous le temps et travaillons surtout pour faire de la zone de libre-échange. Monsieur Sidouba, comme nous vous avons sur le plateau, la taxe de 0,2% dont a parlé tout à l'heure M. Raymond Edrogo, on ne sent pas de l'enthousiasme autour de cette initiative. Il n'y a pas d'enthousiasme et pourtant, nous l'avons réalisé au sein de la CEDEAO. La CEDEAO se finance sur la base
d'un prélèvement qu'on appelle le prélèvement communautaire. C'est ça. Ben, écoutez, nous sommes combien? Nous sommes 15 pays. 15 pays. 15 pays, c'est beaucoup. Si nous l'avons réussi, nous avons réussi à harmoniser nos différences pour parvenir à ça. Je crois qu'on peut convaincre. Et je vous dis que partout, ce débat sur cette acte ne date pas d'aujourd'hui. J'ai participé à beaucoup de réunions où, encore une fois, la CEDEAO est donnée pour exemple. Il y a un certain nombre de pays qui disaient non, cette taxe-là va diminuer le nombre de touristes. Cette taxe... Mais écoutez, il y a combien de pays africains qui cherchent à survivre, d'autres qui cherchent le tourisme. Je pense que cela est possible. Mais la transposition ou la transplantation des réussites remarquables qui ont été obtenues au niveau de la CEDEAO, je me dis que ça risque de prendre beaucoup plus de temps qu'il n'en faudrait, ce d'autant qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Bien sûr que ça va au niveau de la CEDEAO, mais allez-y voir du côté de sa sœur en Afrique centrale. Je n'irai pas au niveau de la SADC en Afrique australe, bon, pour dire que là-bas, jusqu'à présent, ça coince. Bon, que peut peser l'Afrique occidentale, donc la CEDEAO, au sein de l'Union africaine, au point d'amener donc l'Union africaine à prendre un certain nombre de dispositions. Je me dis, peut-être qu'il faudrait encore attendre qu'il y ait une autre zone qui commence à fonctionner quand même relativement mieux, pour que véritablement on puisse créer donc cet ancrage-là, ce mouvement-là. Parce que sinon, ça va être très très difficile. Et là, je suis vraiment désolé de le dire. Pourtant, cette taxe également... Moi, ça me rappelle un peu cette image que donnait un chef d'État de la sous-région. L'année dernière, nous étions à 1 mètre du précipice. Cette année, Dieu merci, nous avons fait 2 pas en avant. Donc, ça veut dire que vous êtes dans le précipice. On est dans le précipice. Mais l'idée de cette taxe, c'est aussi de gérer les questions d'autofinancement de l'Union, qui est largement tributaire de l'extérieur. Alors, pourquoi on n'y va pas pour être plus indépendant, plus efficace sur le terrain? Oui, je reviens sur la question de temps. Je pense qu'on ne peut rien faire sans compter avec le temps. Cela prendra du temps. Mais combien de temps nous avons pris en Afrique de l'Ouest pour créer la CEDEAO, pour en faire une réalité, pour parvenir à la liberté de mouvement des personnes, des biens et des capitaux, pour parvenir au prélèvement communautaire. Je crois que la CEDEAO date d'il y a au moins une quarantaine d'années. Donnons le temps. Moi, je suis historien, je crois au facteur temps. Nous ne pouvons pas créer quelque chose aujourd'hui et en jouir du fruit demain. Créons pour la postérité, créons pour nos générations à venir. N'ayons pas peur de temps. Nous allons avancer et parler de ce sommet. L'un des temps forts du sommet, ce sera donc la présence à Nouakchott du président français Emmanuel Macron, qui devrait évoquer avec ses pairs du continent les dossiers relatifs à l'immigration et à l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel. Aux yeux des Africains, l'Union africaine reste juste... D'abord, comment vous réagissez par rapport à la présence d'Emmanuel Macron à ce sommet sur ces questions qui nous interpellent lourdement aujourd'hui? Il faut dire qu'à chaque sommet, il y a ce qu'on appelle un invité spécial. Et Emmanuel Macron est l'invité spécial cette année, mais avant lui, il y a eu d'autres chefs d'État. Et il vient pour discuter de questions qui, à mon avis, sont des questions africaines et des questions très préoccupantes. La question de l'immigration, vous voyez ce qui se passe tous les jours en Méditerranée. La question du G5 Sahel, le Burkina est bien placé pour savoir qu'il faut mobiliser pour faire du G5 Sahel une réalité. La France nous appuie dans le G5 Sahel et je crois que la France vient à Nouakchott pour aussi convaincre le reste des Africains, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont loin du Sahel et qui ne sont pas assez mobilisés pour aider le Sahel à lutter contre le terrorisme. Je pense que son séjour sera utile, non seulement pour nous, Africains, mais sur le plan international,
à mobiliser l'opinion publique et à mobiliser les autres puissances pour soutenir le G5 Sahel. Un plaidoyer donc en direction du monde pour... Oui, c'est ça, encore que en écoutant de plus près un certain nombre de sources franco-françaises, il est dit que si c'était Madame Zouma, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine qui était toujours en place, peut-être que le chef de l'État français n'aurait pas été invité. Et on n'oublie pas non plus de mentionner que le président français a pris à corps la défense du dossier de Madame la ministre rwandaise des Affaires étrangères, que Paris verrait bien à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, oui, Sahel, oui, mais les points forts sur lesquels on appuie du côté de Paris tournent probablement autour de certaines donc une plateforme questions pour également parler de francophonie avec finalement, le président Kagame. Mais écoutez, en principe, le président Kagame, président en exercice de l'Union africaine, devrait être le dernier à se fâcher qu'un président français fasse en quelque sorte de lobbying pour celle qui est jusqu'à présent sa ministre des Affaires étrangères. Bon, donc il y a vraiment des questions comme ça, et apparemment c'est une question importante vue du côté de Paris également. Alors pour beaucoup d'Africains, l'Union africaine est un peu devenue une sorte de machin qui est éloigné de leurs préoccupations. Et pour vous, comment vous la vivez? Et comment faire pour avoir véritablement, et là très rapidement, une Union africaine des peuples que les uns et les autres appellent de leur vœu, M. Zidouamba? D'abord, il faut faire la différence entre l'OUA, vous savez, la charte de l'unité africaine. La charte de l'OUA en avait fait effectivement ce que beaucoup ont appelé un club de chefs d'État. C'était une organisation des États. L'acte constitutif de l'Union africaine a fait la différence. C'est devenu une organisation d'États et de peuples. Et je vais plus loin. La diaspora africaine est considérée comme la 6e région de l'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique, dans toutes ses composantes, est beaucoup plus prise en compte au sein de l'Union africaine qu'elle ne l'était du temps de la CEDEAO. Bon, les critiques de l'OUA, pardon. Les critiques, il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais ne soyons pas si pessimistes. Croyons en nous-mêmes. Voyez, l'Union européenne a commencé par la communauté du charbon et de l'acier. Bien sûr. Un domaine particulier. Et puis, petit à petit, de l'acier, on est parti et on est aujourd'hui à l'Union européenne. L'Union européenne qui continue d'être critiquée. Bien sûr. Donc, nous avons commencé notre processus. Je crois, ayons confiance en nous-mêmes. Sinon, les autres puissances vont justement nous convaincre de l'inutilité de l'Union africaine pour nous saboter, pour pouvoir continuer à nous régenter. Ok, donc là, chaque citoyen africain devait plus se retrouver dans cette Union africaine et l'Union africaine devait faire davantage...